Vous avez certainement entendu parler du gars qu'Elon Musk a payé pour monter son perso de Path of Exile au top 5 mondial. Eh bien, figure-toi qu'il y a aussi une niche en jeu de rôle à tenir. Et ouais, des milliardaires sont prêts à te payer pour monter leur perso de Donjons et Dragons jusqu'au niveau 40 pour aller poutrer des divinités entre deux réunions et conseils d'administration. Un boulot de rêve? Peut-être, mais qui demande une détermination sans faille. À ce stade, farmer des XP n'est plus un métier mais un art. Et c'est spécialement en pensant à toi, pour te permettre de décrocher le job de tes rêves, que je te propose une formation montée de niveau en un temps record. Clique sur le lien en description qui te donnera accès à un PDF gratuit. Ensuite, tu pourras accéder à une communauté privée de personnes vraiment déterminées à monter des builds de l'enfer. Et bien sûr, tu pourras accéder à du contenu exclusif et à des entretiens personnalisés qui feront de toi une véritable bête de guerre. Comment ça? Il suffit de mettre niveau 40 sur sa feuille de perso? Mais tais-toi! T'es en train de niquer mon tunnel de vente! Salut! Il a pas eu mal. Salut, messieurs et mesdames, personnes non binaires. Voilà, on remercie ce sponsoring et on passe au sujet du jour. Donc on continue le long sujet sur la narration partagée. Ce troisième volet, on va parler de comment créer un jeu de rôle ou un scénario en équipe. Et ouais, alors quel est le rapport avec la narration partagée? Bah c'est qu'il y a un peu la narration partagée, mais de l'écriture partagée, quoi. Voilà, s'il y a un peu ça, c'est de la narration à plusieurs mains, mais avant la partie en fait, puisque là on va écrire le scénario ou écrire le jeu de rôle. Alors on peut être habitué à l'idée, de l'auteur dans sa tour d'ivoire qui écrit en solitaire. Pourtant, une partie de jeu de rôle, c'est une création collective. Même dans les jeux de rôle les plus dirigistes, quand tu vois la création du livre, il y a plein de différents partenaires, quoi, au fil de la rédaction. Relecteur, correcteur, playtester, illustrateur, éditeur. Voilà, la vaste majorité des jeux de rôle du commerce sont le fruit, en fait, de plusieurs personnes. Et c'est également souvent valable, même dans les petites productions indépendantes. On va y revenir. Mais on peut envisager aussi, pas uniquement à l'échelle de la création de jeux de rôle, mais à l'échelle de l'écriture, comme j'ai dit. Et donc, je vais prendre un exemple de jeux de rôle indépendants qui sont faits à plusieurs mains. Il y a un cas assez intéressant, c'est le cas du couple que forment Simon et Manon Lee, je crois qu'aujourd'hui ils ont une maison d'édition qui s'appelle Angel Dust JDR. Je trouve que oui, c'est plus ou moins une maison d'édition, quoi. Donc aujourd'hui, Angel Dust JDR va notamment éditer des jeux d'autres personnes, mais au départ, c'était essentiellement leur propre jeu. Ils ont notamment produit à deux, Terre de Sang, Héros d'Argile, Damné, etc. J'en oublie, je vais pas tous les dire. Et en fait, l'intérêt, tu vois, comme ça, d'avoir deux auteurs ou plus, c'est qu'on va avoir des imaginaires complémentaires. Il y aura une personne qui va pouvoir faire un retour critique immédiat sur nos idées. Il y a aussi de la co-motivation. C'est plus facile à deux en fait de se motiver mutuellement que quand t'es en solitaire. Tu sais pas, t'as pas de feedback sur ce que tu fais. Et si tu t'arrêtes dans ta production, personne va venir te relancer, quoi. Écrire à deux ou à plus, c'est aussi se partager un peu les compétences et les goûts. Donc je vais reprendre l'exemple du couple Simon et Manon Lee. De ce que j'ai cru comprendre, j'ai peut-être mal compris, ça a peut-être évolué, mais bon voilà, ça donne une idée, quoi. C'est juste un exemple pour donner une idée de fonctionnement. Manon a plutôt l'idée de base. C'est quoi la promesse de ce jeu de rôle, de quoi on va parler et tout. Et donc elle va plutôt l'exprimer en langage, quoi, en gros. Et Simon va plutôt s'occuper du game design, c'est-à-dire
transformer cette idée en jeu, c'est rajouter des mécaniques, des choses comme ça, l'aspect game design. Et puis j'ai l'impression, je peux me tromper, mais que Simon est également plus impliqué dans la com. C'est Simon qui va faire les démonstrations en convention, qui va gérer la communication, tout ça, cet aspect-là, c'est un peu plus lui. Et ce que j'ai l'impression aussi, c'est que cette création à deux, elle va aussi influencer le gameplay du jeu, c'est-à-dire que finalement le nombre de personnes impliquées dans la création du jeu est pas forcément neutre sur ce qu'est le jeu, quoi. Typiquement, alors ça n'est pas sorti, j'espère que ça sortira un jour, mais Simon et Manon, en fait, ont développé un jeu qui est un bac à sable du quotidien dans l'univers de la Chine des royaumes combattants, si je suis bon. Dans tout leur playtest, ils maîtrisent le jeu à deux, quoi. L'idée, c'est que ça permet vraiment il y a beaucoup de PNJ dans ce bac à sable, et donc du coup, le fait d'avoir deux MJ, ça permet, comme ça, tu peux parler à un PNJ, puis quelqu'un d'autre peut parler à un autre PNJ qui est géré par l'autre MJ et tout. Ça crée un peu plus de, ça magnifie le côté bac à sable, simplement. Peut-être aussi que du coup ils peuvent faire des dialogues entre deux PNJ, que vont arbitrer les PJ, ainsi de suite. Mais globalement, de la façon dont c'est playtesté, créé, tout ça, j'imagine que le jeu final, ça va être un jeu à deux MJ, quoi. Ça me paraît pas possible autrement. Donc c'est intéressant parce que leur dispositif de base, la façon dont ils aiment bien travailler ensemble et tout, va amener à créer un jeu, voilà, qui va être orienté de cette façon-là, quoi. Donc toujours sur l'écriture à plusieurs mains, il y a un média ludique où c'est plutôt la norme, c'est dans les GN, puisque en fait souvent, je parle des gros GN, t'as rapidement beaucoup de personnages à écrire et avec des fois des gros backgrounds, hein. Donc beaucoup de textes à écrire, et donc par conséquent c'est souvent l'écriture des personnages va souvent être répartie entre plusieurs personnes parce que c'est pas humainement faisable d'écrire 100 backgrounds de personnages pour un GN sur un week-end. Voilà, c'est un investissement considéré comme excessif, donc on le fait à plusieurs. Et donc, dans le cadre d'un GN, j'ai l'impression que l'important, ça va être de se répartir le travail clairement. Donc, j'ai un petit peu d'expérience, hein, du coup, avoir fait partie des équipes où on a créé des backgrounds de GN. Donc, je pense qu'il faut se répartir le travail clairement. Qui écrit, voilà, qui s'engage à écrire quel personnage, tout simplement. De borner le travail, par exemple, dire une feuille de personnage ne passe pas une page police 10. Parce que si on met pas de borne, t'as des auteurs qui vont écrire des personnages super longs, d'autres des personnages super courts, et c'est à la fois embêtant pour les joueurs, parce que du coup, il y a une totale asymétrie entre les personnages, et c'est aussi embêtant pour les auteurs, parce que on peut avoir des petits conflits d'implication, si « Ah ouais, mais en fait, toi, personnages, tu les as torchés en un paragraphe, moi j'ai écrit 5 pages à chaque fois, pour qui on prend ?» Enfin, tu vois, on va éviter ces conflits-là en disant... Enfin, limité, hein, parce que bon, c'est pareil. Entre la personne qui écrit 20 personnages et l'autre qui en écrit 2, il y aura peut-être aussi des conflits d'implication, hein, ça c'est possible. Mais du coup, on peut peut-être aller jusqu'au point de dire non, vraiment, on se répartit le travail de façon mathématique. Il y a 100 personnages à écrire, on se met à 5 dessus, chacun fait 5 personnages de une page chacun, en mode voilà, comme ça, on espère qu'on aura une répartition un peu équitable du travail. Quoi qu'il en soit, je pense aussi qu'il va falloir accepter à l'avance la possibilité de défaillance d'une des auteurs. C'est un gros travail qui n'est généralement rémunéré que par la reconnaissance muette des joueurs, hein, parce que bon voilà, donc on peut avoir se désinvestir et ne plus trouver la motivation d'écrire ces personnages pour lesquels on s'était engagé. Et puis il y a tous les accidents de la vie, quoi. C'était une équipe de 5 personnes. Sur un travail, mettons, de un mois d'écriture, je veux dire, c'est quasiment obligatoire et statistique que sur les 5 personnes, t'en as au moins une ou deux qui vont avoir un problème et qui pourront pas faire ce pourquoi elles se sont engagées. C'est à prévoir, quoi. Donc, ça, il faut l'accepter à l'avance. Le fait que, très certainement, une partie des auteurs ne pourront pas tenir leurs engagements.
Et du coup, comment on fait pour gérer ça? Ben, on l'a pensé à l'avance. Soit, on prend le relais, enfin, c'est-à-dire que du coup, chacun fait un peu plus de boulot, ou alors on recrute à l'arrache des nouveaux scénaristes. Je sais pas s'il y a des génistes qui me regardent. Bon, alors je sais, personne, je réponds jamais quand j'ai une question, mais voilà, c'est encore une bouteille à la mer. S'il y a des génistes qui me regardent et que vous connaissez genre un groupe Facebook qui s'appellerait un truc comme SOS scénariste, voilà, un groupe Facebook qui recrute des scénaristes parce que la personne qui s'est engagée à écrire 15 backgrounds s'est cassé la jambe et qu'on a besoin de quelqu'un en urgence. Voilà, si ce genre de groupe existe, de recrutement d'auteurs, mon petit doigt me dit que ça existe, hein, mais je trouverai pas moi-même. Voilà, si vous connaissez ça, mettez-moi en description, ce serait vraiment top. Voilà, c'était le bureau des petites annonces. Voilà, donc soit on se répartit le travail sur l'équipe qui reste, soit on recrute en catastrophe. Alors, tiens, ça c'était pas scripté, mais j'y pense comme ça. Surtout, si t'as prévu de recruter en catastrophe, je pense que c'est avant de se dispatcher les personnages à écrire, je pense que ça peut être très bien de créer un modèle, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu dans le personnage, quelle est la Bible, voilà, sur laquelle on va travailler et tout. Enfin, peut-être que ça peut être une seule personne au départ qui va faire l'organigramme relationnel ou une équipe réduite. Une équipe réduite fait l'organigramme relationnel pour éviter des problèmes de cohérence, tu vois. Et puis ensuite, on passe à la rédaction, et là, on dispatche sur plusieurs personnes, mais avec des documents partagés à tous, avec un protocole lisible pour la création de personnages, tout ça, quoi. On se borde un peu plus comme ça. L'autre option, évidemment, en cas de désistement d'une partie de l'équipe de rédaction, ça peut être de réduire l'ambition du projet, dire bon bah tant pis, il y aura moins de personnages disponibles, on va corriger la billetterie, on va enlever des places et tout. C'est-à-dire que je te renvoie à la vidéo sur l'épuisement rôliste. C'est pas la peine de risquer un burn-out parce que on peut pas proposer l'expérience qui a été vendue, quoi. Je t'ai vendu un GN pour 50 personnes, mais en fait, à cause de désistement dans mon équipe de rédaction, on a rédigé que 30 personnages. S'il en est encore temps, le mieux, c'est de fermer la billetterie à 30 personnes, et puis voilà, quoi. Donc, de toute façon, comme les autres personnages sont pas encore écrits, il n'y a pas le syndrome de l'homme mort. Alors bon, le syndrome de l'homme mort, je vais un petit peu en parler. Grosso modo, je crois que c'est un truc en économie. C'est est-ce qu'on a prévu qu'est-ce qui se passe en fait quand un membre de l'équipe meurt, quoi. Enfin, c'est-à-dire que le pire des cas possible, c'est-à-dire qu'un membre de l'équipe fait un arrêt cardiaque, disparaît sans laisser de traces, on n'a pas accès à son travail en cours, à son ordinateur, à ses notes, hein, parce que je te dis tout de suite, hein, mais si quelqu'un décède, tu vas avoir beaucoup de mal à accéder, ne serait-ce qu'à son ordinateur, quoi. Bon, bah, je te souhaite pas cette expérience, mais tu peux avoir tout désistement en fait se rapproche du syndrome de l'homme mort, comme on peut avoir des pertes énormes en fait de connaissances, de coordination, et ce syndrome de l'homme mort, il est aussi présent en GN au niveau des personnages, c'est-à-dire que si t'as mis un personnage dans le casting, que s'il est pas dans le jeu s'effondre parce que tout tourne autour de lui, ou que c'est l'élu ou je sais pas quoi, ben évidemment, si t'arrives pas à pourvoir ce rôle, tu vas avoir des problèmes. Si tu as pourvu ce rôle, mais que la personne qui tient le rôle se désiste, tu vas avoir des problèmes. Et également, si tu n'as pas encore écrit le rôle, tu vas aussi avoir des problèmes. Donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse, je vais pas t'interdire dans ton GN de mettre des personnages super importants toute l'intrigue du jeu repose sur leurs fraises épaules, tu peux en mettre. Moi, j'y suis pas opposé, je t'ai présenté les risques, tu peux le faire, mais si tu le fais, il faut que ces personnages-là, ils soient écrits en premier.
Faut pas que tu te réserves l'écriture là en dernier, quand tout le monde est claqué, que ça fait 2 semaines que tout le monde dort 5 heures par nuit et tout, et que plus personne n'a l'énergie d'écrire le personnage de l'élu. Non, non, il doit être écrit en premier. Voilà, bon, excuse-moi, c'était une longue... C'était une digression, je pense qu'on peut dire que c'est une digression. Voilà, donc, comment on s'organise toujours pour écrire à plusieurs? On va se mettre d'accord, est-ce qu'on fait des sessions de travail asynchrones, c'est-à-dire, grosso modo, chacun travaille de son côté, selon ses propres horaires, ou est-ce qu'on fait un peu plus du coworking? Donc on va travailler ensemble, ce qui est plutôt bon pour la motivation, pour échanger, éviter les incohérences, les corriger au fur et à mesure, quoi. Ce qui est plutôt mauvais, je pense, pour la vitesse d'écriture. Hein. Clairement, écrire à plusieurs, généralement, on n'est pas très rapide, parce que évidemment, on va blablater. Mais bon, c'est vrai que tu vois, maintenant que j'y pense, on peut tout à fait se prévoir une partie de jeu de rôle ensemble à 5 heures, et c'est le fun, tu vois. Rester ensemble pendant 5 heures, entre ça le fun. Bah, pourquoi pas se dire, on se réunit pendant 5 heures, et on écrit notre GN, on écrit notre jeu de rôle. Comme ça, il y a ce moment créatif, puis en même temps, c'est quand même convivial. Et voilà. En fait, je pense que si t'es rôliste, t'as pas peur non plus des longues sessions de travail créatif, imaginaire, à plusieurs. Donc, quelque part, en tant que rôliste, on est peut-être presque génétiquement taillé pour le travail de création en équipe. Donc, je pense que ça reste quand même à tester, cette idée de se réunir en présentiel pendant une petite ou une grosse session pour écrire ensemble des backgrounds ou autres éléments d'un GN. Après, tu peux aussi bien sûr le faire en distanciel. Alors, si plus ton travail d'écriture va être conséquent, et il est généralement si on crée à plusieurs, quoi. Généralement, tu vas pas faire un jeu en une page à plusieurs. Hein. C'est souvent parce que c'est un truc un petit peu ambitieux. Ça peut être bien d'avoir un tableur Excel, un Google Sheet, enfin tu vois un tableur en ligne où on va lister les tâches et on peut les cocher, les décocher, qui doit faire ça, qui s'occupe de ça, quels sont les deadlines. On met tout ça sur un tableur Excel. Voilà, qu'on se partage et puis qu'on corrige, qu'on développe, qu'on amende ensemble en parallèle. Sinon, t'as l'application Trello qui permet de le faire. Voilà, c'est totalement prévu pour ça. Si t'as la flemme de créer un tableur Excel. Bon, moi j'adore les tableurs Excel, mais je trouve que Excel c'est le beau, mais je suis bien conscient d'avoir une maladie orpheline en disant ça. Donc, je vais presque finir avec l'idée qu'on peut avoir des projets de collaboration collaboratifs qui soient assez souples et en double aveugle, parce que là, un peu le problème qui est très très présent dans tout ce que j'ai évoqué avant, c'est l'idée qu'il va falloir qu'on soit cohérent entre nous et tout, en matière de style, aussi en matière de cohérence, quoi, que les faits se contredisent pas, et ainsi de suite. Et ça c'est du boulot. Donc on peut mettre en place des créations collaboratives qui mettent un peu de côté ce souci de cohérence et ce souci de vérification permanente du travail de l'autre. Et donc pour t'exemplifier ça, moi j'ai un projet d'atelier de création de jeu. Je l'ai pas encore mis en œuvre, mais bon, je l'ai bien en tête. Je pense que ça marche. Ça va marcher sans problème. C'est l'idée de créer ensemble, et là on peut être une dizaine, une vingtaine, en fait il n'y a même pas de limite au nombre de personnes qu'on est. On va créer ensemble un jeu belonging outside belonging. Alors oui, c'est pas n'importe quel jeu que je te dis là, parce que c'est le type de jeu qui se prête à la création à beaucoup, et sans vérification de ce que fait l'autre. Donc les jeux belonging outside belonging, ce sont des jeux grosso modo, c'est des jeux de rôle qui se composent avec trois blocs. Il y a un bloc question de world building au départ, c'est-à-dire qu'il y a toujours un cadre un petit peu léger qui est défini, mais les questions de world building vont venir spécifier un peu plus ce cadre. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les personnages. Ça ressemble un peu à des livrets
à la Apocalypse World, mais en beaucoup plus simple. Grosso modo, un personnage est défini par un concept, et puis il a des actions faibles qu'il peut faire tout le temps, qui lui rapportent des jetons. Il a des actions neutres qu'il peut faire également tout le temps, mais qui ne lui rapportent pas de jetons, mais qui ne mènent pas dans la muse, à l'inverse des actions faibles qui le mettent plutôt dans la muse. Et tu as des actions fortes, qui sont super cool et badass, mais que tu ne peux faire que en dépensant les jetons que tu as gagnés en faisant des actions faibles. Voilà, je t'ai décrit le système de résolution là. Et tu as également, pour finir, le troisième volet, ce sont des environnements, des cadres. Donc mettons que, on va dire, on va faire ensemble la création d'un jeu de rôle qui se passe dans un village Medfan. Je pense qu'il vaut mieux avoir un truc très vague, hein, où tout le monde a des rêves. C'est pour ça que je propose village Medfan. Si je commence à dire une communauté, je sais pas moi. Enfin, si je prends un belonging, un sub-belonging assez connu, c'est Dream Apart, où on va jouer une communauté juive dans, je sais plus si c'est le ghetto de Varsovie, pas dans un ghetto de Prague. C'est hyper spécifique, technique, et la plupart des gens se sentiront pas légitimes à écrire quelque chose dans ce truc. Donc non, faut que tu aies une proposition très vague. Par exemple, un village Medfan, voilà, hyper vague. Tout le monde a une idée c'est quoi le Medfan, et on peut faire un gros gloubi-boulga d'influence, y a aucun problème. Et donc voilà, quand je disais le troisième volet d'un belonging, ça, belonging, c'est les environnements. On appelle ça aussi les cadres, je crois, ou les domaines. Et donc, c'est en fait le côté MJ découpé en plusieurs parties. Donc, comme environnement dans un village Medfan, on pourrait avoir les fantômes. Voilà, les fantômes qui constituent une menace, un danger ou une opportunité. Hein, ils sont pas forcément méchants. Il y a des fantômes qui se baladent dans le village ou autour. On peut avoir autre environnement, la forêt autour du village. Pareil, elle peut être gentille, méchante et tout, mais c'est un cadre, c'est un environnement. On peut avoir les troupes du seigneur. Voilà, qui viennent pas souvent dans le village, mais qui peuvent venir de temps en temps. Et comme il y a du féodalisme, elles peuvent exercer certaines pressions ou rendre certains services. Pareil, on peut faire le truc un peu neutre. Et je sais pas, on peut imaginer plein d'environnements, le clergé, ça peut être des environnements un peu très spécifiques, comme genre l'auberge du village peut être traitée comme un environnement, et ainsi de suite. La famille Tronche-Du, voilà, il y a la famille Tronche-Du dans le village, c'est un environnement, tu vois, ils font des trucs, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va répartir. Moi, je le ferai volontiers en cet atelier, tu vois, je le ferai volontiers en 3 parties. Première partie, chacun rédige des questions de world building. Voilà, mais sans regarder ce que font les autres et tout. Tu rédiges des questions de world building. Donc là, pour mon village, ça pourrait être quels sont les climats principaux qu'on rencontre au printemps dans ce village. Ça peut être quelles sont les récoltes du village, quelle est la personne influente du village, qui sont les gentils et les méchants. Bah, tu vois, je peux t'en inventer des questions de world building à fond, et tout le monde va faire ça. Tout le monde va écrire plein de questions de world building, tac, 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 tac. Ok, on les met de côté. Éventuellement, on peut faire une petite restitution, c'est-à-dire on lit 2-3 questions de world building pour s'imprégner, tu vois. Ensuite, on met de côté. On peut les mettre, à la limite, je mettrais sur une table, dans le sens où tu peux les consulter lors des phases 2 et phase 3 de l'atelier. Tu peux les consulter pour t'inspirer, pour quand même, j'ai dit que c'était pas obligé de faire de la cohérence, mais on peut le faire. Comme c'est un atelier à plusieurs, on est aussi libre de discuter entre nous et de monter une cohérence, mais qui sera insulaire quelque part, hein. Elle sera sur des petits aspects, elle sera pas globale, mais voilà, je veux pas totalement interdire la mise en cohérence. Juste, je la rends facultative et du coup plus ludique. Deuxième phase de l'atelier, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout le monde va créer des personnages, on met un minutage, et tu crées un personnage, 2 personnages, ça dépend à quel point t'es inspiré, combien t'as de temps. Donc je te rappelle que pour créer ton personnage, c'est un concept, une liste d'actions faibles, une liste d'actions neutres, une liste d'actions fortes,
Et voilà. Et à la limite, tu vois, en termes d'ambition, tu peux très bien dire, mais en fait, il y a juste un minimum d'actions, c'est-à-dire, genre, il faut 3 actions de chaque sorte, sinon votre personnage est considéré comme pas assez détaillé, quoi. Mais voilà, je mettrais limite basse, mais vraiment basse. Trois actions, c'est pas mal, quoi. Et pas de limite haute. Si tu veux faire un personnage qui a 15 actions faibles, pas de souci, pas de souci. On n'est pas obligé d'avoir une cohérence à ce niveau-là. Donc voilà, donc chacun invente des concepts de personnages, le forgeron, la bourgmestre du village, l'enfant perdu, la sorcière, enfin, le dentelier, ce que tu veux. Enfin voilà, les gens ils inventent des personnages. Et puis ça se trouve comme ils ne sont pas se concerter, il y a peut-être des personnages qui vont être hyper proches, mais c'est pas grave. Genre il y a Paladin, mais un petit peu tourmenté. Et là c'est le Paladin un peu naïf. Voilà, c'est quasiment les mêmes, mais ils sont un petit peu différents quand même. Et voilà, chacun crée tac 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 des personnages. Hop, fin de l'atelier, éventuellement on débriefe un ou deux personnages, pas plus, voilà, pour avoir une idée, prendre un petit peu. Hop, phase 3, chacun fait des environnements, tac 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 tac. Et puis à la fin, l'idée c'est qu'on normalement devrait avoir plein de feuilles. L'idéal ce serait de pouvoir toutes les scanner, il faudrait avoir un gros scanner à proximité, toutes les scanner, tac tac, si on n'a pas, ben, on prend tout en photo, c'est un peu moins bien mais bon. Et puis, éventuellement, on prend les adresses mail de tout le monde, et puis tu reçois un PDF avec l'agglomération de tout, ça donne ton village, il y a plein de personnages, il y a plein d'environnements, c'est un peu foutraque, mais t'as plein de matériel, donc c'est cool. Voilà. Bon, désolé, cette vidéo est encore beaucoup trop longue, mais je pouvais pas m'empêcher de te partager ce petit concept que j'ai hâte d'essayer un jour. Voilà, faut juste que je trouve une convention qui m'accueille pour ça. Et donc... pour finir, dernier conseil, puisqu'on fait grosso modo, c'est un peu aussi un débat sur comment déléguer le travail d'écriture. Et bien le travail d'écriture, on peut aussi le déléguer au PJ. Voilà, et là-dessus je te renvoie sur ma vidéo pour écrire le background de son personnage. Sur ces bonnes paroles, je te laisse, je te fais des gros bisous, si consenti, et on se dit à la prochaine.